Résumé du livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman. Première partie. Daniel Kahneman est un psychologue et économiste américano-israélien. La thèse centrale de son livre porte sur l'opposition entre deux modes de pensée, le système 1, rapide, instinctif et émotionnel, et le système 2, lent, réfléchi et logique. L'auteur nous aide à identifier, comprendre et dépasser les erreurs de jugement qui découlent de cette dichotomie. L'ouvrage se découpe en 5 parties. Kahneman présente d'abord les fondamentaux sur ces deux systèmes de pensée. Il expose ensuite les grands biais cognitifs qui en découlent. Puis il développe des observations et conclusions sur l'excès de confiance en soi. Dans la 4e partie, il présente ses réflexions sur la nature de nos prises de décision. Enfin, il décrit les recherches récentes qui ont abouti à une distinction entre deux soi, le soi expérimentant et le soi mémoriel. Pour ce résumé, je vais essayer de synthétiser les grands principes et conseils pratiques qu'il aborde tout au long du livre. J'ai découpé la synthèse en 2 vidéos car le contenu est très dense. On commence donc avec les 2 premiers chapitres. C'est parti! Première partie, les 2 systèmes de pensée. L'auteur décrit la vie mentale grâce à la métaphore de 2 agents, le système 1 et le système 2. Le système 1 est rapide, intuitif et émotionnel. Il fonctionne automatiquement avec peu ou pas d'effort et aucune sensation de contrôle délibéré. On lui attribue un grand nombre d'activités automatiques, comme par exemple résoudre 2 plus 2, compléter la phrase pas de bras, pas d'œufs, ou encore détecter de l'hostilité dans une voix. A l'inverse, le système 2 est lent, réfléchi et logique. Il est associé aux activités mentales contraignantes et laborieuses. Calculer 17 x 42, se concentrer sur les différents instruments qui composent une musique, repérer une tête familière dans une foule, etc. En fin de compte, le système 1 produit des impressions, des sentiments et des inclinations. De son côté, le système 2 surmonte les impulsions du système 1 et approuve ou non ses intuitions. Autrement dit, le système 2 surveille et contrôle les pensées et les actes suggérés par le système 1. Les missions du système 2 nécessitent de l'attention et un effort mental. De ce fait, il s'active uniquement lorsqu'une activité le requiert. Le reste du temps, c'est le système 1 qui agit en mode automatique. C'est la loi du moindre effort qui prime afin d'économiser de l'énergie. Cependant, en cherchant à éviter l'effort cognitif autant que possible, nous avons tendance à nous reposer sur le système 1. De même, lorsque notre jauge d'énergie est épuisée, le système 2 a tendance à ne plus assurer son rôle. Ce sont alors les impulsions du système 1 qui priment. C'est pourquoi on accorde souvent une grande confiance en nos intuitions. Autre concept développé, le cerveau est une machine associative. En fait, le système 1 construit une image de la réalité sur laquelle s'amorce le système 2. Par exemple, le simple fait d'apercevoir un sourire nous fait nous sentir mieux. Cet effet d'amorçage est à l'origine des phénomènes d'intuition ou encore des biais cognitifs. L'auteur explique aussi que la familiarité engendre une plus grande aisance cognitive et de plus grandes chances d'être dupé. Lors de situations familières, notre système 2 est moins vigilant, car il évolue en terrain connu. Or, un système 2 moins actif engendre un risque d'être trompé. Notre cerveau a beaucoup de mal à distinguer la vérité et la familiarité. Une ruse qui tire profit de ce biais consiste à répéter fréquemment un mensonge pour le rendre familier et ainsi amener les gens à l'accepter plus facilement. Un autre élément fondamental à comprendre est que le système 1 s'appuie sur le raisonnement causal. Autrement dit, le système 1 a pour fonction d'entretenir et d'actualiser en permanence un modèle de notre monde et de ce que l'on perçoit comme normal. Il cherche constamment à entretenir la cohérence entre ce monde et les événements que nous vivons. Cependant, ce raisonnement causal, propre au système 1, n'est pas toujours le plus judicieux. Un raisonnement statistique peut être plus adapté dans bien des situations, mais il nécessite l'intervention du système 2. Quoi qu'il en soit, le système 1 a tendance à tirer des conclusions hâtives. Il a la faculté de juger automatiquement avec un certain succès les menaces et les intentions d'un individu. Cependant, il ne prend en considération dans son analyse que ce que l'on voit et rien d'autre. Ce comportement peut expliquer l'influence de l'effet halo. Il s'agit par exemple de la tendance à considérer une personne compétente sans la connaître, juste parce qu'elle a fait une bonne première impression. Bref,
On peut retenir de la première partie que le système 1 et le système 2 se chargent respectivement de la pensée rapide et de la pensée lente. La dichotomie entre ces deux modes de pensée engendre des biais cognitifs. C'est ce que l'auteur décrit dans la deuxième partie du livre. L'un des premiers grands biais présentés est la loi des petits nombres. On a tendance à tirer des conclusions hâtives, en particulier lorsqu'on est confronté à des données trop peu représentatives. On préfère favoriser la certitude au détriment du doute. Par exemple, c'est le cas lorsqu'on positionne un médicament comme un remède à une maladie, alors que les premiers résultats sont concluants, mais que l'étude long terme n'est pas terminée. Rien ne garantit que les tests effectués à plus grande échelle sur un temps plus long confirmeront ces mêmes résultats. Il s'agit d'un cas typique où l'on préfère tirer une conclusion hâtive en suivant des statistiques restreintes plutôt que d'entretenir le doute. Deuxième biais, les effets d'ancrage. Le système 2 fonctionne par tâtonnement. Lorsqu'il entre en action, il part des données fournies par le système 1 pour définir la meilleure réponse. Par exemple, lors d'une négociation, le système 2 va capter le prix estimé intuitivement par le système 1, puis il va l'affiner jusqu'au juste prix en analysant toutes les données grâce au raisonnement logique. Les informations fournies par le système 1 font ainsi office d'encre car elles conditionnent le début du processus d'estimation du système 2. Troisième concept, le biais de disponibilité. Il s'agit du processus qui consiste à corréler par erreur la fréquence et la facilité avec laquelle les données sont accessibles. Par exemple, le simple fait de surmédiatiser les accidents d'avion provoque une baisse des ventes des billets. Pourtant, la probabilité d'incident en avion reste plus faible que celle des autres moyens de transport. En fait, on surévalue la valeur des informations qui viennent facilement à l'esprit, même si elles sont peu fiables, au détriment d'informations statistiques centrales. Pour éviter de tomber dans ce biais, Kahneman suggère de suivre le raisonnement discipliné de Bayes, c'est-à-dire remettre en doute les informations fournies et s'appuyer sur les taux de base plausibles. Concept suivant, l'erreur de conjonction. L'auteur s'appuie sur une étude qu'il a réalisée en 1983. Linda a 31 ans, elle est célibataire, franche et très brillante. Elle possède une maîtrise de psychologie. Étudiante, elle se montrait très préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale, et elle participait aussi à des manifestations antinucléaires. Selon vous, Linda a-t-elle plus de chances d'être soit 1. guichetière dans une banque, ou guichetière dans une banque et active dans un mouvement féministe? 89% des personnes interrogées ont choisi la réponse 2. Pourtant, l'événement A, guichetière dans une banque, est logiquement plus probable que l'événement A et B, guichetière dans une banque et active dans un mouvement féministe. Il s'agit d'une erreur de conjonction où l'intuition prévaut sur les règles de logique. Pour le cinquième biais, Kahneman explique que nous avons du mal à adopter un raisonnement déductif, passer d'une règle générale au cas particulier. Par contre, nous sommes particulièrement doués pour induire, c'est-à-dire tirer une règle générale à partir d'un cas particulier. Cela implique que nous avons du mal à penser de manière statistique. Pour lutter contre cette difficulté, il suggère d'adopter une approche davantage causale, qui nécessite de former des stéréotypes. Selon lui, l'utilisation des stéréotypes permet de se rapprocher d'un raisonnement bayésien. Autre principe évoqué, la régression vers la moyenne. Il s'agit par exemple du cas où un officier de l'armée pense améliorer les performances de ses subalternes dès qu'il critique leurs mauvaises prestations. Ou alors, il s'agit du cas où un candidat a excellé lors d'un premier entretien d'embauche, mais qu'il a déçu lors du suivant. En fait, ces deux situations s'expliquent par le concept de régression vers la moyenne. Les premières performances étaient sans doute inhabituellement éloignées des compétences réelles des individus. Ainsi, leur deuxième prestation reflétait davantage leur véritable niveau. Dans la dernière section du chapitre, l'auteur dispense un conseil pour apprivoiser les prédictions intuitives. Il suggère de s'intéresser à la régression vers la moyenne, ainsi qu'à la corrélation entre la prédiction et la situation moyenne la plus probable. Par exemple, si l'on est tenté d'investir dans une start-up qui a remarquablement imposé son concept, il faut regarder dans un premier temps si l'on peut s'attendre à ce qu'elle ne fasse pas aussi bien à l'avenir. N'est-elle pas très loin d'avoir conquis le marché? N'y a-t-il pas encore beaucoup de place pour une régression? Dans un second temps, on peut corréler notre prédiction sur la réussite du projet avec les statistiques moyennes liées au succès des startups. Bref,
Pour conclure cette première vidéo, on peut retenir que la thèse centrale du livre repose sur l'opposition entre deux modes de pensée, le système 1, intuitif, qui se charge de la pensée rapide, et le système 2, plus lent et plus logique, qui surveille le système 1. La dichotomie entre ces deux modes de pensée engendre de nombreux biais cognitifs. Voilà pour cette première partie du résumé. Je dois avouer que le contenu du livre est dense et assez technique. Cette synthèse a été l'une des plus difficiles que j'ai eu à rédiger pour le moment. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce bleu ou un commentaire. Je vous suggère de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.